Bonjour et bienvenue à tous dans, il me semble, l'épisode 9. Épisode 9 de ce podcast. Merci d'être là aujourd'hui. De quoi va-t-on parler? On va parler de comment ne pas galérer. Ça a l'air super. Comment ne pas galérer, en particulier quand on veut aller mieux? Et est-ce que c'est même possible? Hein. C'est une bonne question à se poser. Parce que le chemin du bien-être, et j'utilise bien-être, mais ça peut être la meilleure santé, etc., hein, ou du mieux-être, c'est un terme qui se dit beaucoup. Mais le chemin du bien-être, ça peut parfois s'avérer être une pente glissante. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a beaucoup de personnes, et c'était mon cas pendant longtemps, on a souvent l'impression qu'il faut toujours en faire plus pour qu'on se sente mieux. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse plus d'efforts pour que nos symptômes partent enfin. On ait enfin plus d'énergie, pour qu'on dorme enfin mieux, pour qu'on perde enfin ce poids. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais historiquement, J'ai je suis passé un petit peu par, ma période rigide où j'essayais d'avoir entre guillemets «la routine parfaite». C'était extrêmement rigide, je me concentrais sur des détails et en fait tout ça c'était juste une question de peur parce que j'avais pas envie que ma santé s'empire et du coup en fait je vivais plus. Je vivais que dans ma routine. Si j'avais la moindre chose qui déviait de ma routine, ça me mettait le stress et du coup j'étais l'opposé du bien-être. Même si je faisais ça «au nom du bien-être» entre guillemets, c'était loin d'être le cas. Et ce que je vois dans beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est des personnes qui sont fatiguées, heu, qui dorment mal, des personnes qui font des tonnes de recherches, hein, de par le fait que on a de plus en plus facilement accès à l'information de nos jours, que ce soit des blogs, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des pages Facebook, et cetera. On a accès à tout un tas d'informations, et des sites internet forcément. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui font de plus en plus de recherches, ce qui est vraiment super. Je suis absolument pour le fait que le pouvoir est entre nos mains, et du coup, c'est à nous de trouver les solutions. Il ne faut pas qu'on dépende d'autorités extérieures pour nous apporter des solutions pour nous sauver la vie, en fait. Mais ça, un petit peu un revers, il y a un revers de la médaille à ça, je crois que j'en ai parlé dans un épisode précédent. Mais donc aujourd'hui, ces personnes-là, donc elles font des tonnes de recherches, elles ont tendance à être fatiguées. Elles ont tendance à essayer tout un tas de compléments alimentaires ou des médecines douces ou des plantes. Et parfois, ça soulage un petit peu. Parfois, ça fait du bien. Mais malheureusement, souvent, ça fait pas de changements radicaux. C'est-à-dire qu'on se sent un petit peu mieux. Mais si euh, on fait rien de différent, en fait, les symptômes reviennent au bout d'un moment, tôt ou tard. Et cet effort de recherche, cet effort de tester des choses à droite à gauche, ça fait qu'on accumule encore plus de fatigue. Ça fait qu'on est de plus en plus confus parce que il y a de l'information partout, comme je disais, mais souvent, et ça c'est un des problèmes, ça se contredit. Et du coup, ça nous mène à être de plus en plus frustrés. Et la frustration, ça se loge dans le foie, l'organe, le foie, et ça n'aide pas nos symptômes en général. Euh, donc, qu'est-ce que c'est la solution? Comment on fait pour ne plus galérer pour aller mieux? Alors, si vous êtes dans ce cas-là, l'antidote, ce n'est pas d'en rajouter plus. Ce n'est pas de mettre plus d'efforts. Le but, c'est ne pas d'implémenter la solution qui changera tout. En tout cas, ce n'est pas le cas initialement. Si vous en êtes arrivé à être frustré, à être confus et à être crevé de faire toutes ces recherches, l'antidote, il se prend en deux étapes. La première étape, ça va être d'être clair, et je vais expliquer ce que ça veut dire. Et la deuxième étape, ça va être de faire le ménage. De faire le ménage. Et donc, l'antidote n'est pas d'en rajouter encore plus. L'antidote n'est pas de faire plus d'efforts. On commence par être clair. À quoi ça ressemble? Vous pouvez commencer à vous poser la question, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Euh, Où est-ce que j'aimerais être? Où est-ce que j'aimerais aller?
En général, on a une idée de juste je veux plus être fatigué. C'est un bon point de départ, mais on va être un petit peu plus précis que ça. Parce que plus on est précis dans là où on en est et là où on veut aller, donc le contraste entre là où on est et ce qu'on veut, plus on va avoir cette détermination de faire ce qu'il faut. Et une fois de plus, c'est pas une question que d'effort. Il faut être méthodique, il faut être intelligent avec ça. Mais plus on est clair sur ça, plus on va avoir cette détermination d'y aller. Vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce que j'ai essayé par le passé qui n'a pas marché? Parce que du coup, ça va peut-être me faire gagner du temps dans le futur. Qu'est-ce que j'ai essayé par le passé qui a marché, à l'inverse, ou qui me convenait? Parce que s'il y a quelque chose qui marche pour vous, s'il y a quelque chose qui vous convient, alors on continue de le faire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de méthodes qui ne sont pas universelles. Il y a des méthodes qui marchent avec des principes fondamentaux, mais il y a des choses juste qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent pas. Et autant faire des choses qui nous plaisent si ça remplit tous nos besoins, ça satisfait tous nos besoins. Alors, il est tout à fait possible que initialement, vous ne sachiez pas ce que vous voulez. C'est très courant. Et c'est très courant en particulier pour les mamans, parce que elles ont tendance à mieux savoir s'occuper des autres que d'elles-mêmes. Et il y a une partie de ça, c'est tout à fait normal. Quand on a des enfants, ils prennent la priorité. Et c'est aussi la beauté d'avoir des enfants, la beauté d'être parent. Mais quand les enfants quittent le nid, souvent, ces mamans, elles se retrouvent, voilà, peut-être la cinquantaine. Bah maintenant, il faut que je m'occupe de moi, mais je ne sais plus comment faire. Et j'ai accumulé toutes ces années de fatigue à m'occuper de mes enfants en me négligeant. Et du coup, je suis perdu. C'est extrêmement courant. C'est principalement avec ces personnes-là que je travaille d'ailleurs. Donc, si c'est votre cas, que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez parce que bah, vous vous êtes jamais posé la question et que vous n'avez aucune idée, commencez par ce que vous ne voulez pas. Donc, vous savez peut-être pas ce que vous voulez, mais vous savez que ce que vous voulez pas, c'est être fatigué. Et quand vous savez ce que vous ne voulez pas, eh ben vous pouvez transformer ça en ce que vous voulez. Donc si ce que vous ne voulez pas, c'est être fatigué, continuer d'être fatigué, alors ce que vous voulez, c'est vous débarrasser de ce que vous ne voulez pas, de vous débarrasser de votre fatigue. Donc ça peut être la fatigue, ça peut être les douleurs articulaires, ça peut être les kilos en trop. Et une fois que vous commencerez à vous débarrasser de ce que vous ne voulez pas, vous aurez une meilleure idée de ce que vous voulez. Le cerveau humain a tendance à se concentrer sur ce qu'il veut pas, sur les problèmes. C'est tout à fait normal, c'est une question de survie. Et du coup, si vous avez vraiment du mal à vous dire qu'est-ce que je veux ou à trouver ce que vous voulez, alors commencez par ce que vous voulez pas et à vous débarrasser de ça. Et ça va vous libérer énormément de bandes passantes pour vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez vivre. Mais dans tous les cas, savoir où vous allez, que ce soit vers, je sais pas, vers un corps fonctionnel qui est capable de courir dans le sable avec les petits enfants, ou que ce soit loin de la fatigue, dans tous les cas, savoir où vous allez, ça va rendre la prise de décision plus facile. Parce que une fois que vous savez ce que vous voulez, ou une fois que vous savez vers où vous vous rendez, vous pouvez vous demander qu'est-ce que la personne que je souhaite devenir ferait dans cette situation-là. Est-ce qu'elle ferait ce choix-ci ou est-ce qu'elle ferait ce choix-là? Et du coup, ça rend la prise de décision beaucoup plus simple. Et donc, ça peut être une prise de décision aussi simple que est-ce que cette version de moi mangerait des frites ou mangerait des haricots verts? C'est cliché, mais c'est pour que vous compreniez. Est-ce que cette version de moi, elle resterait l'après-midi devant la télé ou est-ce qu'elle irait dehors faire un peu de sport? Et une fois de plus, oui, il y a une certaine dose d'effort à mettre parce que les vieilles habitudes ont la vie dure, mais plus je le fais et plus c'est clair là où je veux aller, plus ça va rendre ça facile en fait. Plus les choses vont se faire facilement. Ce que je veux, c'est accumuler l'effet boule de neige en fait.
Initialement, il faut mettre un petit peu d'énergie, et c'est pour ça que c'est important de se poser ces questions-là. Mais ensuite, ça vient tout seul. Et il n'y a pas d'autre façon de changer. Et d'ailleurs, la meilleure façon de devenir cette version de vous-même, la version de vous-même qui a ce que vous voulez, c'est d'agir comme celle-ci sur une période suffisamment longue. C'est tout. Il n'y a pas de raccourci. Si, par exemple moi, si je veux devenir bon euh, pour faire des podcasts, la seule façon de faire ça, c'est de m'appliquer quand je fais des podcasts. Si je veux devenir éloquent quand je parle, il faut que je parle avec éloquence autant que possible, que je fasse de mon mieux, que je ralentisse. Et il suffit juste que je répète ça sur une période suffisamment longue. Et c'est pareil pour tous les objectifs. Si je veux, si je ne veux plus être fatigué, alors je fais les actions qui me mènent à avoir de l'énergie. Alors, il est possible que je ne sache pas ce que c'est, et c'est notamment pour ça que je fais ce podcast, pour mettre ces informations à disposition de tout le monde. Mais la meilleure façon d'avoir de l'énergie, c'est d'agir comme quelqu'un qui a de l'énergie, et de faire en sorte que c'est de l'énergie. Euh, voilà. Et donc, ensuite, la question de l'énergie, d'avoir de l'énergie, d'être fatigué, il y a tellement de facteurs impliqués que on ne sait pas forcément tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on ne fait pas, ça peut venir de notre environnement, etc. Mais vous comprenez l'idée, il faut agir comme la version de nous-mêmes qui a ce qu'on veut, si on veut devenir cette personne-là, sur une période suffisamment longue. Et donc, commencer par être clair, par nous demander où est-ce que j'en suis aujourd'hui, où est-ce que j'aimerais aller. Ça permet de vraiment de faire le contraste entre point de départ, point d'arrivée, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 1, à savoir être clair. Et si je commence pas par là, euh, c'est très facile de gaspiller énormément d'énergie sans vraiment faire de progrès. Je vais vous donner une analogie. Si, si je suis un bateau et que je ne sais pas où je vais, un bateau qui rame, avec des rames. Si je ne sais pas où je vais et que je suis un bateau, je peux ramer toute la journée, m'épuiser, sans me rapprocher de mon objectif, sans me rapprocher de ma destination. À l'inverse, si je sais exactement où je vais, si je sais quel cap suivre, alors chaque coup de rame me rapproche de mon objectif. Et savoir que je me rapproche de mon objectif, ça me donne l'énergie le lendemain pour donner d'autres coups de rame. J'espère que c'est clair avec cette analogie. Donc ça, c'était l'étape 1, à savoir commencer par être clair. Donc l'étape 1 pour éviter de galérer pour aller mieux, c'est d'être clair. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Étape 2, et ça va être vraiment la plus grosse partie de ce podcast, plutôt que de me concentrer sur rajouter des choses, parce qu'on a tous l'habitude de rajouter plus, d'en faire plus, 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 et c'est ça qui nous épuise en fait, parce que on fait pas forcément les bonnes choses, ça c'est un autre problème, on fait pas forcément les bonnes choses, et puis surtout on est déjà fatigué, donc en faire plus, et on est déjà fatigué, on a déjà plus de temps, donc en faire plus, ça rajoute juste du stress, et ça nous draine. Donc l'étape 2, une fois qu'on est clair, l'étape 2 c'est enlever tout ce qui nous pèse. Donc plutôt que de rajouter des choses positives, potentiellement, rajouter, je sais pas, de la course à pied, des exercices de respiration, de la méditation, rajouter des légumes, etc. Bref. Plutôt que de rajouter, non pas que ces choses-là sont mauvaises, pas de plus, c'est si je suis déjà épuisé, plutôt que de penser rajouter, je vais penser retirer. Je vais d'abord enlever le négatif. Plutôt que de rajouter du positif, je vais enlever le négatif. Et moins font plus. Hein, si vous vous souvenez de vos maths au collège, moins et moins ça fait plus. Donc retirer du négatif, ça me rajoute de l'espace et c'est quand même positif. Donc parce que autant que possible, on veut pouvoir gérer la quantité de stress dans notre vie. Et je vais dans un instant explorer toutes les sources de stress. Ça n'a rien à voir avec juste dire je suis stressé à cause du boulot. Il y a 1 million de formes de stress. Et je dis pas ça pour vous stresser. Il faut, cependant, il faut pas tomber dans le piège d'être en guerre contre le stress. Parce que si on est en guerre contre le stress, on va se stresser. Le but,
Le but, c'est qu'on se rende compte de notre pouvoir de décision. On se rende compte à quel point on a un impact sur nos niveaux de stress si on sait dire non et si on sait dire oui sur certaines choses. Et au-delà de notre pouvoir de décision, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, et c'est pas le but, moi ça m'a causé énormément de souffrance d'essayer de tout contrôler, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous, c'est votre cas. Ce que je veux, si je peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, je veux contrôler ma perception. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez certainement dû entendre parler de l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? L'effet placebo, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les études scientifiques, notamment pour tester les médicaments, pour savoir si un médicament est efficace. L'effet placebo, en général, c'est à peu près 30% de la population. Sur 30% de la population qui participe à une étude, ça fait ça. C'est même ces 30%-là, même si on leur donne une fausse pilule, donc c'est pas de médicament du tout, ils vont avoir des effets positifs. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit le médicament et à ce que ce médicament euh, améliore certains symptômes. Donc le fait que ces personnes-là s'attendent à ce que cette pilule, cette capsule, améliore leurs symptômes, dans 30% des cas, ça fait que leurs symptômes s'améliorent, même si c'est une fausse pilule. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que ce à quoi on s'attend, dans à peu près un tiers des cas, ça va affecter les résultats, affecter ce qui se passe réellement dans notre réalité. Donc, si je ne peux pas contrôler certaines choses dans mon environnement, plutôt que de m'attendre à ce que ça me fatigue, plutôt que de m'attendre à ce que ça me stresse, je peux au contraire m'attendre à ce que ça me rende plus fort. Parce que le stress, ça rend plus fort, si je le vois comme ça. Je peux au contraire m'attendre à ce que ça renforce ma patience, par exemple. Et je vais vous donner un exemple pour que ce soit assez concret. Parce que la plupart d'entre nous, en fait, on s'attend au pire. C'est ce que, une fois de plus, le cerveau humain il fait, il s'attend au pire. On est naturellement pessimiste, c'est comme ça qu'on a survécu jusqu'à maintenant. Comment je fais pour transformer ça en quelque chose de positif, pour utiliser l'effet placebo à mon avantage? Voyons voir. Par exemple, si je me dis que je vais aller faire les courses, si je m'attends à ce que j'ai du mal à me garer, je vais commencer déjà à stresser d'avance, me dire ah, je vais devoir tourner 50 pendant 15 minutes dans le parking pour trouver une place. Et du coup, dès le départ, je suis dans ma voiture, je suis même pas parti, je stresse déjà. À l'inverse, si je me dis bah non, je m'attends à ce que ce soit facile, quel que soit le résultat à la fin, que je trouve une place immédiatement ou non, bah tout le temps entre avant que je parte et le moment où je trouve ma place, au moins je suis en paix parce que je m'attends à ce que ça se passe bien. Et donc, quel que soit le résultat final, le fait que j'ai changé mon attente, et je peux contrôler mes attentes hein, consciemment, ça fait que mon expérience du voyage jusqu'au supermarché, elle est plus paisible, plus tranquille. Euh, je peux prendre un autre exemple. Si par exemple, je vais aller faire courir, faire de la course à pied. Si je m'attends à ce que ce soit difficile, bah, je vais commencer à appréhender avant même de commencer. Si je m'attends au contraire à ce que chaque pas, chaque inspiration, ça me rend plus fort, ça me rend plus endurant et ça me fait perdre du gras, je m'attends à quelque chose de complètement différent. Et du coup, ma perspective de cette expérience est complètement différente. Et du coup, le résultat va être différent. Donc vous voyez un peu comment ça marche, c'est quelque chose qui peut prendre toute une vie. On fait tous ça, en général, on s'attend tous à des choses négatives automatiquement, c'est normal. Mais voilà, si vous ne pouvez pas contrôler votre environnement, ou contrôler certaines choses dont je vais parler juste maintenant, alors essayez de contrôler votre perspective, vos attentes.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai catégorisé le stress en 7 catégories. J'ai fait 7 catégories. C'est pas forcément une, c'est pas forcément gravé dans la roche, gravé dans le marbre, mais c'est une bonne façon de voir les différentes sources de stress et de voir où est-ce qu'on peut en enlever un petit peu. Donc le premier, c'est le stress nutritionnel. Donc le stress en provenance de notre alimentation. Donc par exemple, être déshydraté, j'ai mis la déshydratation là-dedans. Être déshydraté, c'est un stress. Donc forcément, là, ça nécessite de rajouter de l'eau. euh, et c'est une habitude, ça peut peut-être vous paraître beaucoup. Mais voilà, la déshydratation, c'est un stress. C'est pas quelque chose à enlever, c'est plutôt quelque chose à rajouter, mais je vous le mentionne quand même. Quelles sont des choses à enlever autant que possible qui rajoutent du stress nutritionnel? Les pesticides. Les pesticides, c'est un stress nutritionnel. C'est un poison qui est censé tuer des bébêtes ou tuer des mauvaises herbes. Je pense pas que ce soit inoffensif pour le corps humain. Quand on pulvérise, quand on pulvérise des pesticides, en général, on se protège avec une combinaison. Je vois pas pourquoi ça veut dire que je peux le manger. Bref, si j'achète des aliments qui contiennent probablement des pesticides, je peux les faire tremper dans du vinaigre blanc. En quelques minutes, ça permet d'enlever certains résidus de pesticides. Ça aide. Tout ce qui est colorant, conservateur, les graisses inflammatoires. Et quand je dis graisses inflammatoires, c'est la quasi-totalité des vinaigrettes et sauces industrielles, mayonnaise, etc. Je parle aussi de la margarine, c'est très inflammatoire, c'est complètement transformé, c'est pas du tout naturel. Tout ce qui est huile de colza, huile de tournesol, surtout si on les chauffe, très inflammatoire, et puis on n'en a pas besoin, le corps n'en a pas besoin. On a largement suffisamment assez d'oméga 6, donc c'est vraiment pas nécessaire de prendre ces huiles-là. Il y a de bien meilleures huiles. Donc voilà, les huiles végétales, margarine, les sauces industrielles, on veut éviter, c'est inflammatoire. Tout ce qui est aliments ultra transformés, vous devez déjà le savoir, on veut éviter. Non seulement ils contiennent déjà très souvent ces graisses, en plus ils sont quasiment plus nutritifs, il y a plus rien dedans. On veut éviter tout ce qui est additif. On veut éviter le sel de table et remplacer par du sel de Guérande. On veut éviter, surtout si notre digestion elle est sensible, on veut éviter les produits laitiers qui sont pasteurisés et qui sont pleins d'hormones. Euh, Quelque chose, c'est un plus gros sujet et c'est pas forcément quelque chose que vous devez faire maintenant parce qu'on se concentre sur qu'est-ce que vous pouvez retirer. Mais tout ce qui est les carences alimentaires, c'est un stress. Si vous avez des carences en vitamine B, en zinc, peu importe, c'est un stress. Donc ça, forcément, c'est quelque chose à rajouter. Mais si vous commencez par retirer les aliments ultra transformés, par exemple, et que vous les remplacez par des aliments naturels, vous allez peut-être déjà combler certaines carences. Donc ça, c'est pour le stress nutritionnel. Maintenant, on a le stress physique. Qu'est-ce que c'est? Le stress physique, c'est la mauvaise posture. Alors là, c'est pareil. Corriger la posture, ça peut prendre longtemps, ça peut être un travail de longue haleine. Mais juste, je le mentionne juste pour que vous en soyez conscient. Pareil, mauvaise respiration, c'est un stress. Si je respire pas avec mon abdomen, si je respire trop, trop vite, c'est un stress. Euh, la grossesse, c'est un méga stress. C'est un super stress. Et si on ne fait pas de réhabilitation adéquate, que ce soit par césarienne ou pas, c'est une grosse source de stress. Donc je tiens à le mentionner parce qu'il y a beaucoup de mamans qui savent pas ça ou qui sont pas qui sont pas au courant et les médecins ils le disent pas forcément, mais la grossesse c'est une grosse source de stress physique. Faire trop de sport, faire trop de sport c'est une source de stress. Et oui, même si on a tendance à voir ça comme oh c'est super, cette personne elle est vraiment sportive, j'admire vraiment à quel point faire du sport. Non, des fois il y a beaucoup de gens qui font trop de sport, c'est une addiction et c'est pas sain du tout. Euh, Et c'est encore plus le cas si c'est du cardio, parce que le cardio excessif, c'est encore plus stressant pour le corps, et encore plus si ce cardio, vous le faites la bouche ouverte, messieurs, dames. On ne fait pas de cardio la bouche ouverte, c'est pas bon, c'est très stressant. Forcément, trop peu de sport également, c'est un stress, la sédentarité, mais bon, là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut rajouter, mais la sédentarité, c'est un stress physique. Voilà, donc ça, c'est la liste de stress physique. Qu'est-ce que vous pouvez retirer? Si vous êtes dans la catégorie de vous faites déjà trop de sport, bah peut-être vous pouvez en faire un peu moins et remplacer ça par
peut-être des exercices de respiration pour mieux respirer, peut-être quelques étirements stratégiques pour corriger votre posture, etc. Troisième catégorie, c'est le stress électromagnétique. Alors, une forme de stress électromagnétique, c'est de prendre trop de soleil. Ça arrive, c'est pas là. La plupart des gens, ils ont besoin de plus de soleil. Et surtout de plus de soleil intelligemment. Revoyez mon épisode numéro 1 pour plus de détails sur ça. Mais donc, trop de soleil, c'est un stress électromagnétique. Mais plus courant, une source de stress électromagnétique, c'est d'être enfermé toute la journée. C'est d'avoir le Wi-Fi allumé toute la nuit. Surtout si votre routeur Wi-Fi, il est pas loin de votre chambre. Parce qu'avec quelle que soit la source d'ondes électromagnétiques, ce qu'on veut au minimum, c'est s'en éloigner. Plus on s'en éloigne, moins ça nous affecte. Et c'est une relation au carré. C'est-à-dire que si, au lieu d'être à 1 mètre de la source, je suis à 2 mètres, c'est-à-dire 2 fois plus loin, et ben l'intensité des ondes, c'est pas 2 fois moindre, c'est 4 fois moindre. C'est 2 au carré. Donc si par exemple, au lieu d'être à 1 mètre, je suis à 3 mètres, c'est 3 fois plus loin, mais 3 au carré, c'est 9 fois moins intense. Donc ce qu'on veut, c'est s'éloigner au minimum et éteindre si on peut. Et réduire la durée d'exposition. Mais bref. Donc avoir le Wi-Fi allumé toute la nuit, c'est une source de stress électromagnétique. Dormir avec son téléphone sur la table de chevet quand il n'est pas en mode avion, c'est pareil. Et sachez que si vous avez un iPhone, si vous passez en mode avion et que votre logo Wi-Fi et votre logo Bluetooth, il est en blanc, ils sont encore activés. Donc c'est pas complètement éteint. Il y a des méthodes pour l'activer. Vous pouvez en fait, vous devez aller dans vos paramètres pour vraiment l'éteindre manuellement. Ou sinon, vous éteignez votre téléphone. La lumière artificielle en permanence, surtout le soir après le coucher de soleil, c'est une source de stress électromagnétique. C'est pour ça que je recommande le soir d'utiliser des lumières douces, tamisées, au sol, à plus basse intensité, etc. C'est pour éviter ce stress. Et des choses comme le compteur Linky, le compteur EDF Linky, surtout s'il est près d'une chambre, ça c'est pareil, ça émet pas mal d'ondes. Et il y a des outils qui existent pour mesurer les ondes. Ça se trouve sur Amazon, mais faut compter au moins 200 euros, je crois, pour avoir quelque chose qui est bien. Mais du coup, avec cette catégorie, où est-ce que vous pouvez commencer à peut-être éteindre votre Wi-Fi? Ou peut-être au moins l'éloigner de votre chambre? Où est-ce que pouvez penser à, si vous prenez des pauses, mais devant votre téléphone enfermé, prenez vos pauses dehors. Ça prend pas plus de temps. Euh, Est-ce que vous pouvez éteindre votre téléphone ou au moins le mettre en mode avion? Des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez utiliser vos lampes au sol plutôt que vos lampes au plafond le soir? Donc ça, c'est pour le stress électromagnétique. La quatrième catégorie, alors, c'est une grosse catégorie. Ça pourrait être 10 épisodes à eux-mêmes, et c'est même pas mon domaine d'expertise, mais je vais en parler un petit peu. C'est le stress d'origine mentale et émotionnelle. Donc c'est celui auquel on pense immédiatement quand on parle de stress en général. Donc ça peut être des choses comme l'anxiété, comme la dépression. Ça peut aussi être des relations difficiles, hein. Si j'ai une relation avec un ancien ami ou un membre de la famille qui est difficile, c'est une sorte de stress. Comment je fais quand c'est ce cas-là? Là, c'est pareil, ça va pas forcément être quelque chose à enlever, même si je peux tout à fait couper les ponts. Euh, des fois, c'est la meilleure chose à faire, pas tout le temps. C'est avoir des conversations qui sont pas plaisantes. Alors, euh, penser à avoir ces conversations pas plaisantes, ça peut être une grosse source de stress aussi. C'est pour ça que plus on les a rapidement, mieux c'est. Mais ce qu'on veut de manière générale, quand on a des relations difficiles, c'est pouvoir exprimer ses besoins et ses ressentis sans accuser l'autre personne. Donc c'est ce qu'on appelle de la communication non violente. C'est plutôt que de dire tu me saoules, on dit, voilà, je ressens X et Y quand tu fais ça. Et si c'est tu fais ça, c'est quelque chose d'objectif, qu'on peut observer. C'est pas quand tu fais le con. Non, c'est quand tu nettoies pas la vaisselle. Peu importe. Et il y a une grosse source pour beaucoup de gens de stress mental, c'est
se soucier du jugement des autres. Et pour ça, je voulais explorer un petit peu ça avec vous et vous faire découvrir, vous faire réaliser que vous avez un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est votre perception. Donc c'est un petit peu comme l'effet placebo avec ce à quoi vous vous attendez ou la façon dont vous voyez les choses, ça va affecter votre expérience. Par exemple, voir le cardio comme quelque chose qui vous renforce plutôt que comme quelque chose qui est difficile. Votre perception, elle peut être utilisée dans ce cas-là, dans le cas de la peur du jugement. Comment ça marche? Alors faisons un jeu. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous insulte en chinois et que cette personne, elle veut vous du mal. Et elle vous le fait savoir, mais en chinois. Parce que vous n'êtes pas capable d'interpréter ce qu'elle dit, parce que vous ne comprenez pas le chinois, ça ne vous affecte pas. Logique. Si vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, bon, vous pouvez peut-être lire son langage corporel ou elle est un peu énervé, mais si vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, c'est bah, ok, ça ne vous affecte pas. Et donc, voici la vraie question, la question qui est un peu difficile. Est-ce que la cause de votre souffrance vis-à-vis de la peur du jugement, elle est dans ce qui est dit par les autres, ou est-ce que c'est dans comment vous l'interprétez? Et donc, avec cet exemple, vous vous rendez compte que c'est votre interprétation de ce qui est dit qui cause la souffrance, pas ce qui est dit en soi. Et je dis pas ça, il y en a certains qui vont dire oh, comment il ose dire ça? Oui, c'est normal que vous soyez défensif, parce que ça remet le pouvoir dans vos mains, et très souvent, on n'a pas envie de prendre responsabilité. Cependant, vous ne pouvez pas contrôler les gens, vous ne pouvez pas contrôler ce que disent les gens, par contre, vous pouvez contrôler votre perception de ce qui est dit. Donc si vous souhaitez surmonter cette peur du jugement, on y va. Parce que l'anxiété qui découle de cette peur n'est vraiment pas agréable. C'est vraiment une source de stress pour beaucoup de personnes. Et donc la prochaine fois que vous entendez des paroles blessantes, voyez ça uniquement comme de l'air chaud. Parce que c'est tout ce que c'est en fait. C'est juste du vent qui sort de la bouche de quelqu'un. Et si vous le voyez comme ça, plutôt que de rajouter une interprétation sur ce qui est dit, et vous dire ah mais oui, mais. Parce qu'en général, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui blesse à entendre, mais si on se sent affecté par ce qui est dit, parce que quelqu'un dit, c'est qu'on le croit déjà un petit peu. Si quelqu'un nous dit que euh, on est quelqu'un de malhonnête, je sais pas, peu importe, et que ça nous blesse, c'est qu'on sait que c'est déjà vrai. On le pense déjà nous-mêmes. Et donc, bref, le but c'est de ne pas rajouter d'interprétation. On voit ça que comme de l'air chaud. Et souvent, ce que disent les gens, ça en révèle plus sur eux que sur nous. Les gens, ils projettent sur nous et dans ce qu'ils disent. Et très souvent, ce sont les gens blessés qui blessent. Donc si quelqu'un souffre à l'intérieur, il va avoir tendance à faire souffrir les autres. Et pour finir, quand tu auras 90 ans et que tu regarderas en arrière à l'âge que tu as aujourd'hui, tu rigoleras sur le fait que tu te souciais trop des autres. Parce qu'au final, on s'en fout. On s'en fout des autres. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même. Si tu te soucies toute ta vie de ce que pensent les autres, tu n'auras jamais d'estime de toi. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur vivre ta vie du mieux que tu peux. Et c'est comme ça que tu vas développer ton estime de toi. Donc ne gaspille pas ton énergie. C'est impossible d'être aimé par tout le monde, donc autant être toi-même. Et bien sûr, fais preuve quand même de bon sens et demande-toi si ton comportement, il a été correct. Si quelqu'un te fait des remarques et que c'est vraiment parce que tu as fait quelque chose d'incorrect, faut se remettre en question. Enfin, je suis pas ton papa, mais voilà, faut faire preuve de bon sens avec tout ça. Et la dernière source, c'est pas une liste exhaustive, mais la dernière source de stress mental émotionnel que je vais mentionner brièvement, c'est tout ce qui est les traumatismes du passé. Je vais en parler un petit peu en 30 secondes, même si c'est un sujet qui est très sérieux. Et ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est que le passé, il est passé. Le passé, il est derrière toi, derrière vous. Des fois, je tutoie, des fois, je vous vois. De toute façon, je parle à une caméra. Euh, vous avez compris. Donc, le passé, il est passé. Ce traumatisme, il est derrière vous. Si j'efface votre mémoire, vous n'êtes plus traumatisé. Et si j'efface votre mémoire du passé,
vous allez logiquement vous concentrer sur le futur. Parce qu'il n'y a plus le passé qui vous pèse. Et donc, encore une fois, c'est une question d'interprétation, de perception. Le traumatisme, c'est juste une mémoire à laquelle on a associé une interprétation qui est douloureuse. Et ça s'est fait de manière inconsciente. Et une fois de plus, c'est un mécanisme de survie. C'est parce que le cerveau, il veut pas que ça se reproduise. Personne ne veut que ça se reproduise. Et donc, c'est juste une mémoire à laquelle le cerveau a associé une interprétation douloureuse. C'est quand même une source de souffrance. J'ai mes propres traumatismes, tout le monde en a. Mais néanmoins, ces traumatismes, ils existent uniquement parce qu'on avait la perspective d'un enfant quand ils se sont déroulés. Et du coup, on s'est dit, je suis la victime de ce qui se passe. Et j'ai une perspective qui fait que je me remets immédiatement en question. Et que ça va m'affecter le reste de ma vie. Parce que mes croyances limitantes, mes croyances inconscientes, les choses les plus ancrées dans mon inconscient, sont développées entre la naissance et l'âge de 10 ans. Et l'hypnose, c'est potentiellement pour cette personne une bonne façon de revisiter le passé afin de lui associer une nouvelle interprétation de la perspective d'un adulte. Et une chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, et je sais que c'est quelque chose que vous pouvez rajouter, mais je tenais quand même à le mentionner aujourd'hui, c'est vous pouvez vous demander, vous sortez une feuille de papier et vous mettez en haut de cette feuille de papier votre traumatisme. Le, en quelques mots, hein, par exemple, je sais pas, on s'est moqué de moi à l'école et j'ai toujours pensé que j'étais bête. Bon, vous faites deux colonnes, vous séparez la feuille en deux, et d'un côté vous mettez tout ce qui est découlé de négatif, et de l'autre côté tout ce qui est découlé de positif. Et faites vraiment l'effort de voir ce qu'il y a de positif, parce que très souvent il y en a, et on a tendance à l'oublier, à le négliger, parce que une fois de plus, le cerveau se concentre sur le négatif. Mais vous verrez que de cette perspective d'adulte, qui regarde en arrière et qui voit ce qui a été négatif et positif suite à ce traumatisme, vous verrez que ce traumatisme, c'est souvent autant un cadeau qu'un fardeau. Et ça peut permettre de réécrire l'histoire qu'on a de ce traumatisme. Et de nous voir comme quelqu'un qui a reçu un cadeau plutôt que comme quelqu'un qui a été victimisé. Et ça peut radicalement changer votre perspective sur la vie. Bref, c'était la quatrième catégorie sur le stress d'origine mentale et émotionnelle. Pareil, ça peut être un peu lourd, on pourrait faire beaucoup de podcasts là-dessus, mais j'espère que ça vous donne quelques outils pour dire, ah, peut-être que je peux réduire un peu mon stress en voyant les choses différemment. Et c'est juste une question de changement de perspective. La cinquième catégorie, c'est la catégorie du stress spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs formes, mais celle sur laquelle je vais me concentrer, c'est le manque de sens dans notre vie. Le manque de sens dans notre vie. Donc l'impression de passer notre vie en mode pilote automatique. Donc c'est-à-dire on vit, mais c'est un peu métro boulot dodo quoi. C'est voilà, je vis, euh, j'ai plus vraiment cette petite flamme en moi, cette flamme, ce désir de vivre. Et donc ça repart avec ce que j'ai dit au tout début, à savoir être clair sur là où on veut être. C'est pas juste une question de santé et de symptômes, c'est où est-ce que je veux être dans la vie. Qu'est-ce que je veux créer? Et il faut que je prenne le temps d'être clair sur ce que je veux. Et ce qui va à l'encontre de mes valeurs. Donc par exemple, une question qui est difficile à se poser, mais qui est importante, c'est où est-ce que je me prostitue? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Comment ça, je me prostitue? Je me prostitue pas. C'est où est-ce que je me prostitue? Ben, si je fais un boulot qui va à l'encontre de mes valeurs, par exemple, je peux vous dire très bien, si je faisais un boulot dans lequel je devais pulvériser des pesticides partout, ça irait à l'encontre de mes valeurs, parce que j'ai pas envie d'empoisonner la planète plus qu'elle est déjà. Et du coup, si je faisais ce boulot-là, ça serait, euh, d'un point de vue archétypal, ça serait de la prostitution. C'est-à-dire que je fais quelque chose que j'ai pas envie de faire pour de l'argent. Et ça, c'est une source de stress plutôt spirituelle. Alors, il n'y a pas forcément besoin de changer de carrière, même si, dans certains cas, si c'était le cas que je viens de mentionner, peut-être qu'il y a besoin.
ou de voir si je peux pas forcément changer de poste, mais changer de faire quelque chose d'autre dans ce poste. Mais ce que je veux, de manière générale, c'est chercher comment trouver du sens dans ma vie. Ça peut être du sens dans ma carrière, et si ma carrière ne m'apporte pas de sens, c'est où est-ce que je peux trouver du sens dans mon temps libre. Et parfois, c'est juste une question de perspective. Par exemple, euh, voyons voir. Même moi, quand j'étais ingénieur informatique, eh ben, je pouvais voir ça comme juste j'appuie sur un clavier, je programme des trucs et ça n'a pas de sens en soi. Ou alors, je peux changer de perspective et voir ça comme je permets à des gens d'être mieux connectés entre eux et de pouvoir rester en contact avec leurs proches à distance. J'ai juste changé ma perspective, mais d'un seul coup, mon métier a beaucoup plus de sens. Et c'est beaucoup plus gratifiant. Mais une autre question que vous pourriez vous poser, c'est, par exemple, est-ce que savoir que ce soir, je vais pouvoir continuer ma peinture sur toile, si c'est quelque chose que j'aime, ça donne du sens à mon travail? Parce que si, même si mon travail est quelconque, si je sais que ce soir, je vais pouvoir faire ce qui me plaît, à savoir peindre sur toile, ah bah, immédiatement, ça donne du sens. Mais si je fais pas l'effort de trouver qu'est-ce qui a du sens pour moi au boulot ou en dehors du boulot, je vais continuer de faire un travail qui est quelconque, et du coup, je vais pas avoir de sens dans ma vie. Je vais pas avoir cet enthousiasme, cette joie de vivre. Une autre question que je peux me poser, et c'est pareil, ça c'est des questions difficiles, mais si on se les pose jamais, on va continuer de vivre dans ce pilote automatique, et du coup, c'est pas vraiment vivre en fait, c'est être plus un zombie. Mais qu'est-ce que vous aimeriez raconter plus tard sur votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez raconter à vos enfants, petits-enfants, ou si vous n'en avez pas, des neveux, des nièces, etc. Une autre question qui est difficile, c'est qui êtes-vous en l'absence de votre travail? Si par exemple je vous croise dans la rue et je vous demande qui êtes-vous, où est-ce que tu peux te présenter? Si vous commencez par votre travail, enlevez ça. Qu'est-ce que vous êtes en l'absence de votre travail? Et ça, c'est des questions à se poser pour savoir qu'est-ce qu'on est, vraiment. Et peut-être que vous aurez besoin d'être avec vous-même, de vous asseoir en silence, d'être devant une page blanche et de vous poser ces grandes questions-là. Parce que un jour, on va se réveiller et on sera vieux. Et on va se dire, où est-ce qu'il est passé tout ce temps-là? Et se poser ces grandes questions-là, ça permet d'éviter ça. Peut-être que une façon de faire, c'est vous avez besoin d'entrer en méditation et de regarder à l'intérieur de vous-même, d'écouter, d'observer. Parce que ce que vous regarderez, ce que vous remarquerez, en tout cas c'est ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui courent partout, qui sont épuisés, mais ils courent après ce qu'ils croient vouloir. Je cours après l'augmentation de salaire. Je cours après les soldes de printemps. Je cours après les promotions. Bref, je cours après, euh, etc., les vacances, etc. Si vous vous posez ces grandes questions-là, vous allez voir que très souvent, on n'a pas besoin de courir nulle part. On a juste besoin de faire ah ouais, en fait, tout ce que je veux, c'est juste peindre tranquillement le soir, ou chanter, ou jouer de la musique. Et c'est ça qui me rend heureux. Pas besoin d'aller nulle part. Je peux aller au boulot, faire un bon boulot, sans m'épuiser, parce que j'ai pas besoin de courir nulle part, puisque je fais déjà ce qui me plaît le soir, et puis rentrer chez vous et profiter de la vie. Mais si vous vous posez jamais ces questions-là, vous souffrirez du stress que j'appelle le stress spirituel. Catégorie numéro 6, c'est plus facile à comprendre, c'est le stress chimique. Donc une fois de plus, ça va être une question de contrôler ce qu'on peut contrôler, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus pollué. Donc le but, c'est pas de paniquer et de se rajouter du stress psychologique, parce qu'on ne peut pas contrôler le stress chimique. Mais les choses comme, par exemple, les moisissures dans la maison, on veut s'en débarrasser autant que possible, c'est extrêmement toxique. Euh, Peut-être installer un filtre à eau, parce que l'eau du robinet, j'y fais moyennement confiance. On ne sait pas ce que font les municipalités pour la traiter, et même s'ils la traitent, on ne peut pas filtrer tout ce qui est euh, les restes de médicaments euh, que les gens excrètent, les pilules contraceptives, tout ce qui est les hormones, etc.
Et même si c'est traité, très souvent c'est traité avec du chlore, et le chlore c'est pas bon à ingérer. Donc de toute façon, donc peut-être qu'un filtre à eau c'est une bonne idée. Une fois de plus, c'est quelque chose à rajouter, mais voilà, je cherche à le mentionner quand même. Ou est-ce que j'utilise du plastique et je pourrais utiliser autre chose? Est-ce que j'utilise des boîtes en plastique alors que je pourrais utiliser des boîtes en verre, par exemple? Ou est-ce que j'utilise par exemple des poêles ou des casseroles euh, avec le revêtement anti-adhésif? Donc voilà, le revêtement qui est tout noir. Parce que ça, surtout si c'est un petit peu griffé, si le revêtement il est un petit peu écorché, c'est vraiment pas bon. Tout ce qui est les produits hygiène et cosmétiques qui sont toxiques, ce qui est, allez, je vais être gentil, 98% d'entre eux. Ce que vous pouvez faire avec ça pour commencer, c'est utiliser l'application Yuka, Y-U-K-A, sur votre téléphone et scanner les codes barres. Et ça va vous donner une idée de la quantité de poison qu'il y a dans la plupart de ces produits-là. Et ça vous permet de trouver des meilleures alternatives. Tout ce qui est les métaux lourds, notamment si vous avez des amalgames dans la bouche, on va éviter. Le fluor, c'est aussi un poison. C'est pareil, c'est du lavage de cerveau. On n'a pas besoin de fluor pour plein de raisons. C'est du poison. Et tout ça, c'est des sources de stress chimique. Et la plupart d'entre elles, on peut grandement les améliorer. Même si c'est une question de la pollution de l'air, on peut se mettre des plantes dépolluantes à la maison. C'est tout à fait possible. Et juste aérer, euh, prendre l'air dans des endroits qui sont moins pollués, etc. Et la dernière catégorie que je vais mentionner aujourd'hui, c'est la catégorie du stress environnemental. Et alors, ça peut être aussi bien la vie réelle, donc l'environnement de la vie réelle, l'environnement physique, et l'environnement numérique. Donc, ce qu'on veut, c'est faire de la place. On a tendance à trop accumuler. On accumule vraiment trop de bazar. Débarrassez-vous des affaires, des, des vêtements qui correspondent à l'ancienne version de vous. Débarrassez-vous des vieux souvenirs qui vous servent pas, auxquels vous n'êtes pas attaché de toute façon. Faites de la place, des vieux papiers, je sais pas. Désabonnez-vous, donc là c'est plus le numérique, désabonnez-vous de tout ce qui vous convient pas. Tout ce qui est les newsletters, tous les mails que vous recevez, euh, que vous lisez jamais et qui s'accumulent. Euh, Supprimez les amis Facebook qui vous avez depuis des années que voilà. Euh, Supprimez les vieilles conversations SMS ou les WhatsApp. Désabonnez-vous de certains comptes Instagram. Désabonnez-vous de chaînes YouTube que vous ne regardez pas. Tout ça, ça prend de la place. Tout ça, c'est un stress. Certes, c'est un petit stress, mais c'est là quand même. Vous imaginez pas à quel point vous allez pouvoir mieux respirer quand vous vous débarrassez de toutes ces choses-là, de toutes ces choses-là. On en a beaucoup trop, on a tendance à accumuler. C'est encore une fois une tendance humaine. C'est parce que ça nous fait nous sentir en sécurité. Mais croyez-moi, ça, en fait, ça nous pèse. Toutes ces choses-là, ça nous pèse. Euh, une source de stress que je vais appeler environnemental, même si c'est un peu psychologique, mais arrêtez de regarder la télé si ça ne vous apporte rien. Et je peux vous garantir que ça ne vous apporte quasiment rien. Vous n'avez pas besoin. 99% des choses qui sont à la télé, vous n'avez pas besoin de les savoir. La grande majorité. Euh, Essayez pendant une journée de ne pas mettre la télé, vous allez voir la différence. Et si vous avez l'impression qu'il y a un manque, que vous ne vous sentez pas bien parce qu'il y a du silence, c'est une question de qui est-ce que vous êtes en l'absence de distraction. Vous avez peur de vos propres pensées, vous avez peur de vos propres émotions, et ça arrive. Et c'est pas une question de télé. La télé, ça va juste camoufler, et ça va juste vous programmer le cerveau, et ça va juste créer de l'anxiété, etc. Parce que c'est ce que fait la télé. Ça crée de l'anxiété parce que c'est comme ça que ça fait générer des revenus. Bref. Donc stress environnemental, faites de la place. Ça, c'est vraiment un truc. Sur toutes les catégories de stress, si vous enlevez, si vous faites du ménage dans votre environnement, aussi bien numérique que physique, vous allez mieux souffler. Débarrassez-vous de tout ce qui ne correspond pas à la version de vous dont vous souhaitez vous séparer. Et gardez uniquement ce qui correspond à la version de vous que vous souhaitez devenir. Et ça va énormément vous aider. Donc, ça, c'était les 7 catégories de stress. Donc, je vais vous les relire. On a nutritionnel, donc l'alimentation et l'hydratation. Numéro 2, c'est le physique. Numéro 3, électromagnétique. Numéro 4, c'est tout ce qui est mental et émotionnel. Donc là, c'est gros, gros sujet. Numéro 5, c'est le spirituel. Donc, et j'ai parlé surtout du sens dans notre vie. Numéro 6, c'est le stress chimique.
Numéro 7, c'est le stress environnemental. Et voilà, regardez à toutes ces choses-là et voyez qu'est-ce que vous pouvez retirer. Qu'est-ce que vous pouvez facilement dégager. Une fois de plus, on va commencer par les choses les plus faciles. S'il y a des choses que vous pouvez retirer facilement, ça va moins vous peser, ça va vous libérer d'énergie et vous allez pouvoir retirer des choses qui sont un petit peu plus délicates à retirer. Peut-être que c'est un peu délicat pour vous d'acheter un filtre à eau. D'accord. Alors, faites toutes les choses que vous pouvez faire. Peut-être remplacer votre dentifrice par un dentifrice sans fluor, pour commencer. Peut-être remplacer vos produits d'hygiène ou cosmétiques, par exemple votre crème pour le visage, par un truc qui n'est pas toxique et utiliser l'application, etc., etc. Faites de la place. Il y a beaucoup de choses qui sont très faciles à mettre en place et à retirer, et vous allez voir que vous allez accumuler cet effet boule de neige, avoir de plus en plus d'énergie, et ensuite, une fois que vous avez soulagé ces niveaux de stress, donc vous aurez plus d'énergie pour implémenter, rajouter des choses méthodiquement. Et c'est le mot-clé, méthodiquement. On ne veut pas juste rajouter des plantes à droite, des compléments alimentaires à gauche et tout un tas de trucs sans en s'éparpillant en fait. Ça ne va pas mener au résultat escompté. Ce qu'on veut. Et c'est pas juste parce que c'est quelque chose dont je parle moi, mais c'est parce que c'est quelque chose de méthodique. Idéalement, on veut utiliser le modèle des 5 piliers. Donc le pilier du bonheur, le pilier du repos, le pilier de l'alimentation, le pilier du mouvement et le pilier de la nature. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas équilibré sur ces 5 piliers, quels que soient les compléments alimentaires ou les plantes ou les machins que vous faites, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer avec les bases. Il faut commencer avec les fondations. Si vous avez une fondation, la fondation de votre maison qui est du béton armé antisismique, vous pouvez être en paix pour le reste. Vous pouvez mettre un beau Velux, etc. Si vous commencez par le Velux, ça va juste se casser la figure. Donc on veut commencer par les 5 piliers. C'est pour ça que ça s'appelle des piliers. Euh, c'est les bases. Et un exemple qui est dans la même veine, mais ça ne sert à rien de faire de la micro-gestion de votre alimentation, donc de compter les calories, d'être super compliqué sur qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Ça ne sert à rien de faire de la micro-gestion de votre alimentation. Si par exemple vous ne bougez pas, vous n'allez pas dehors, et que vous regardez votre téléphone jusqu'à 23 heures avant de vous endormir. Donc être devant de la lumière artificielle avant de vous endormir. Ça ne sert à rien. Et j'ai notamment parlé de ça dans l'épisode 6, avec les 5 piliers, comment les appliquer pour méthodiquement se rapprocher du bien-être. Et j'en parlerai certainement encore plus dans le futur. Euh, mais là où je veux en venir, c'est que j'attends encore le jour où je rencontrerai quelqu'un qui a des symptômes et qui gère ces 5 piliers correctement. Je ne rencontre jamais quelqu'un qui gère ces 5 piliers correctement. Il y a des gens qui font très bien du sport, mais qui mangent n'importe quoi. Et même des fois, il y a des gens qui font très bien du sport, c'est quand même rare, et qui mangent correctement, c'est encore plus rare, mais qui, par exemple, vont pas dormir, ou qui vont pas faire quelque chose qui leur plaît, ou qui restent enfermés toute la journée, en fait. Ils font du sport, mais sur des tapis de course à l'intérieur. C'est, j'en ai quasiment jamais rencontré quelqu'un qui mettait en place ces 5 piliers correctement, et pourtant, tous sont nécessaires. Donc, j'espère que ça vous a été utile. C'était beaucoup d'informations. Mais voilà, l'idée c'est comment est-ce qu'on peut retrouver la forme, atteindre le bien-être sans galérer. Si je récapitule, d'une part, on veut ralentir, se calmer et prendre le temps d'être clair. Être clair sur là où on en est aujourd'hui, là où on veut aller, qu'est-ce qui a marché par le passé et qu'est-ce qui n'a pas marché par le passé. Une fois qu'on est clair, on veut regarder à notre vie, il y a toutes les sources de stress. C'est pour ça que je vous ai donné 7 catégories. Et sur ces 7 catégories, sur toutes les choses que j'ai mentionnées aujourd'hui, il y a peut-être des choses que vous pouvez retirer sans trop d'efforts. Des choses que vous pouvez, qui peuvent donc vous soulager, vous réduire vos niveaux de stress et vous donner plus d'énergie très facilement. Commencez par ça, et à mesure que vous récupérez un petit peu d'énergie, vous pouvez retirer d'autres choses, et puis d'autres choses. Et plus vous allez retirer de stress, plus vous allez avoir d'énergie, plus vous allez pouvoir implémenter de nouvelles choses. Et si vous suivez le modèle des 5 piliers, vous allez pouvoir implémenter ces choses de manière méthodique, et donc retrouver la forme sans galérer. Il suffit juste de faire
un petit peu chaque jour, d'avoir de l'intention, d'être clair sur où est-ce que je veux aller et de savoir comment prendre des décisions en fonction de ça. Et ça vous permettra, méthodiquement et de façon certaine, c'est pour ça que j'ai autant de conviction quand je parle, c'est j'attends encore de voir un corps qui ne va pas aller mieux quand on met en place les 5 piliers. Ce n'est pas possible. Quand on donne au corps ce dont il a besoin, il va mieux. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc ça, c'est vraiment la méthode complète pour retrouver le bien-être sans galérer. Je suis désolé, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de solution miracle qui va vous permettre de trouver la forme d'un seul coup sans que vous n'ayez rien à faire. N'ayez rien à faire. Voilà, donc c'est pas forcément ce que vous aviez envie d'entendre, mais ça marche. Ça marche. Et puis ensuite, éventuellement, vous pouvez rajouter des compléments alimentaires. Vous pouvez rajouter des petites choses qui vont vous permettre d'aller encore plus loin. Mais il faut commencer par les bases. Il faut commencer par les bases. Si, en tout cas, ce qui vous intéresse, c'est des résultats à long terme. Ok. Euh, J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je pense que oui. Dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou si vous avez une question, ou si vous voulez que j'approfondisse quelque chose, envoyez-moi un message, que ce soit en commentaire si vous regardez sur YouTube, ou si vous me contactez sur Facebook ou sur Instagram, peu importe. Envoyez-moi un message, je ne mords pas, je promets. Je sais que je suis passionné quand je parle, je sais qu'il y a beaucoup de conviction, mais je fais. C'est parce que je crois en ce que je dis et j'ai envie d'aider autant de gens que possible. J'ai envie d'aider autant de gens que possible. Donc je ne mords pas. Si vous me posez des questions, je vais répondre. Peut-être pas sous 1 heure, mais je vais y répondre. Euh, une fois de plus, merci pour votre attention. Je ne prends pas ça à la légère. Notre temps est notre ressource la plus précieuse. Donc merci d'avoir passé ce temps avec moi si vous avez écouté jusque maintenant. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et je vous souhaite de passer une très bonne journée.